Bonjour, j'espère que vous pouvez tous me voir et m'entendre. Je suis votre modérateur technique pour aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais expliquer un peu comment fonctionne cette plateforme. J'ai entendu dire que certains d'entre vous l'ont déjà utilisée. La première chose à faire, c'est d'aller au bas de l'écran et de sélectionner votre langue. Si vous sélectionnez votre langue, vous verrez qu'il y a 4 langues qui apparaissent. 3, pardon. Français, espagnol et anglais. Donc, si quelqu'un parle en anglais et que vous souhaitez écouter en espagnol, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton espagnol et vous entendrez les belles voix des interprètes français ou espagnols. Ce qui se passe aussi quand vous cliquez sur la langue, c'est que quand un message est écrit dans le chat, quand avec votre souris vous passez sur le message, vous verrez un bouton traduire. Donc chaque message, vous pourrez le voir dans votre propre langue. Donc si un message est écrit en anglais et que vous passez dessus avec votre souris, vous cliquez sur traduire et vous pourrez donc lire le message en français ou en espagnol. Nous avons quelques intervenants aujourd'hui. Ces intervenants peuvent toujours demander la parole. Comment faire ça? À gauche de l'écran, vous voyez l'icône avec la main. Si vous cliquez dessus, j'aurai un pop-up sur mon écran qui m'indique que vous avez demandé la parole. Et dès que possible, je vous donnerai la parole. Si vous avez des questions pendant les présentations, vous pouvez toujours utiliser la fonction chat. C'est s'il y a des messages, un message aussi important pour les intervenants. Si vous faites votre présentation, regardez aussi le chat pour voir s'il y a des questions des participants ou des autres intervenants, ainsi que du public. S'il y a un problème technique pendant l'événement, vu que ça arrive, nous sommes dans un monde virtuel où il y a des problèmes techniques, parfois ne paniquez surtout pas. Cliquez juste sur le bouton rafraîchir de votre page. Donc ceux qui ont un navigateur, donc ceux qui utilisent Windows, vous pouvez cliquer F5. La page va se réactualiser. Normalement, dans 95% des cas, le problème technique sera résolu. Par contre, si vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou vous pouvez aussi cliquer sur le point d'interrogation en bas à gauche de l'écran. Vous pourrez donc rentrer en contact avec le soutien, l'assistance technique qui vous aidera. Sans plus attendre, une chose en plus, très importante. Je vais donner la parole à Suzanne dans un instant. Suzanne, si vous me voyez et vous m'entendez, dès que vous avez la parole, vous pourrez vous voir aussi dans le petit écran là où je suis maintenant. Donc dès que vous vous voyez, vous pouvez commencer à parler. Vous n'entendrez personne d'autre, mais ça ne signifie pas que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être les autres participants, on vous dira si tout fonctionne bien dans le chat. Si vous avez le micro, comme quelqu'un me l'a fait remarquer auparavant, si vous avez la parole, vous pouvez aussi utiliser la souris pour faire défiler la présentation vous-même. Donc si vous passez sur la diapo, vous verrez qu'il y a une flèche vers la gauche et vers la droite. Vous pourrez donc feuilleter comme ça. Toutes les questions, posez-les dans le chat et sans plus attendre, je donne la parole à Suzanne. Suzanne, est-ce que je peux vous demander de cliquer sur l'icône de la main pour que vous puissiez m'indiquer que vous êtes prête à commencer? Suzanne, la parole est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à ce webinaire de l'AMCEP, donc un webinaire en ligne que nous organisons. Je serai votre modératrice. Cela a été organisé par la Bundesagentur für Arbeit, l'organisation de l'emploi fédéral d'Allemagne, ainsi que avec l'AMCEP. Nous voyons donc qu'il y a un nouveau rôle pour le service public de l'emploi dont nous allons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est nouveau et comment nous concevons cette nouveauté? Ce que j'aimerais vous demander, une autre formalité, de m'envoyer vos questions
pour le question-réponse que nous avons organisé dans le chat. Donc envoyez ça dans le chat général, sinon ça va être plus compliqué pour moi. Maintenant, j'aimerais donner la parole au vice-président de l'AMSAP, Florence Dumontier, qui est aussi la directrice des affaires générales de Pôle emploi. Florence, la parole est à toi. J'espère qu'on m'entend bien. Je me fie à l'introduction du modérateur. Et donc, si toutefois on ne m'entendait pas, je verrai apparaître sur mon chat un petit mot. Voilà. Alors, je voudrais effectivement introduire cette conférence, ce webinaire. Tout d'abord, pour saluer les initiateurs de cette conférence, à savoir nos chers voisins allemands, et les remercier chaleureusement du choix du thème qui nous réunit tous aujourd'hui. L'immigration de main-d'œuvre qualifiée, un nouveau défi pour les services publics de l'emploi. Je voudrais remercier aussi les membres du secrétariat exécutif de l'Association mondiale des services publics de l'emploi pour le maintien et l'organisation de cet événement. Nous savons tous que dans ce contexte de pandémie mondiale, le fait de pouvoir se retrouver entre pairs, entre professionnels, sur un thème aussi capital est une grande chance pour nous tous pour pouvoir continuer à faire réseau ensemble et à bénéficier de nos regards respectifs sur ce thème si important et thème dont je voudrais insister sur le fait c'est un thème qui nous renvoie à 3 entrées. La première entrée, la première problématique est de notre point de vue une problématique de démographie. Parler en effet d'immigration de main-d'œuvre qualifiée, c'est parler d'évolution démographique mondiale et aujourd'hui d'évolution démographique mondiale qui sont polarisées, avec aujourd'hui des zones dans le monde avec des pays à forte proportion de seniors versus des zones de pays dans le monde à forte proportion de jeunes. Et que de ce fait, les préoccupations et stratégies sont absolument différentes quand elles ne sont pas opposées. Et c'est donc un vrai défi que de pouvoir parler ensemble de ces préoccupations. C'était la première thématique. La deuxième thématique que ce thème appelle, c'est évidemment le sujet des ressources humaines en entreprise, avec ce que cela comporte en termes d'orientation, de formation, de recrutement, d'accompagnement, aussi bien pour les grandes que les petites entreprises. Cette thématique parle aussi au gouvernement, avec évidemment le sujet qui est récurrent et crucial des moyens de politique pour agir et intervenir, pour pouvoir opérer les bonnes régulations, les bons équilibres. Et de fait, cela interroge aussi le rôle des différents acteurs de ces services publics et de ce monde économique, les acteurs qu'ils soient aussi bien publics que privés. Troisième thématique, j'avais promis qu'il y avait 3 thématiques, voilà la troisième. C'est le sujet évidemment de la mobilité internationale, la circulation des travailleurs, avec par exemple l'accès au marché du travail dans l'espace économique européen qui est aujourd'hui facilité pour tous les étrangers qui ont le droit de travailler dans un des pays. Ça pose aussi la question de l'équivalence des diplômes, des outils pour faciliter ces mobilités, les questions de migration, d'immigration, les questions aussi de travail autour des diasporas. De ce fait, la question qui nous est posée, elle est très grande puisque c'est une question qui est à la fois sociale, économique et diplomatique. Et finalement, c'est bien dans ces différents domaines qu'il faut puiser pour trouver les bons équilibres. Enfin, je voudrais insister sur le contexte actuel de la crise sanitaire qui, bien sûr, fait ressortir des sujets qui sont très structurels, comme les déséquilibres anciens, généraux et mondiaux pour certains domaines de recrutement. Je pense par exemple au sanitaire, je pense à l'ingénierie, et qui parfois peuvent générer des positions de compétition entre les pays. Mais il faut aussi faire aujourd'hui le constat que des sujets très conjoncturels apparaissent, comme par exemple le domaine de l'hôtellerie-restauration, qui est aujourd'hui très affecté par la crise sanitaire, avec de nombreux salariés qui sont qualifiés, voire très qualifiés, et qui sont aujourd'hui en non-emploi, mais dont tout le monde espère que demain, ils retrouveront un emploi dans leur branche.
Donc ces questions structurelles et ces questions conjoncturelles ne doivent pas nous faire oublier de trouver les bons équilibres avec une équation difficile qui se réinterroge, je pense, très régulièrement. Et j'espère qu'à travers cette conférence, nous aurons, avec l'ensemble des orateurs, eh bien, des clés de lecture et je l'espère aussi peut-être des sortes de solutions pour nous permettre d'avancer ensemble sur cette grande question. Donc je souhaite un très bon webinaire à l'ensemble des participants et je remercie par avance l'ensemble des orateurs. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Florence d'avoir cadré donc cet atelier avec votre introduction. Je trouve que c'est très important que vous mentionniez qu'il faut trouver une équation équilibrée et que nous sommes dans une situation où bien souvent nous avons du chômage, mais en même temps un manque de personnel. Je vous invite maintenant à la première ronde d'intervenants. Je pense que nous avons une composition absolument excellente d'intervenants. Donc tout d'abord un cadre de l'OCDE qui va cadrer donc tout cela avec des stratégies d'emploi dans différents secteurs et ensuite 3 exemples pays. Je pense donc que nous allons avoir beaucoup de sujets à discuter après ces contributions, peut-être après chaque contribution, il y aura un petit temps imparti pour les questions-réponses. Je donne maintenant donc la parole à l'OCDE, à Jonathan Chaloff, qui travaille à la division de la migration. Il a beaucoup d'expérience donc dans ce département d'immigration internationale et pourra nous exposer ses différentes recherches pendant que nous prenons note et lui posons des questions. Jonathan, la parole est à vous. Merci Suzanne. Merci Florence. Je ne suis pas le directeur du département des migrations internationales, je précise. Je vais commencer directement. Donc je suis vraiment un analyste dans ce département. Et en fait, ce que je voudrais présenter ce matin, c'est quelques réflexions qui se basent sur nos travaux dans différentes régions de l'OCDE, sur le recrutement, et en particulier le lien entre les services publics de l'emploi et le système de migration. Donc, nous avons un titre qui est les stratégies et facteurs de succès, mais je pense qu'il va s'agir surtout des stratégies et facteurs d'échec. Ce sera plus utile. J'ai 15 minutes, j'ai 8 diapos, juste pour vous prévenir. Je vais commencer tout de suite. Donc, la première réflexion, je pense, c'est que le recrutement international est très complexe. Le public aujourd'hui connaît les processus de recrutement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais comme Florence l'a dit aussi au début, il y a un nombre de défis dans le recrutement international. Et donc, nous parlons ici d'appariement entre des asymétries entre les demandeurs et les employeurs. D'une manière, nous pourrions dire, c'est un miracle qu'il y ait un recrutement international qui se produise. Quand on regarde toutes les barrières qui existent, barrières linguistiques, la reconnaissance des qualifications, des demandes de certification, les procédures d'immigration en elles-mêmes qui sont très compliquées et coûteuses dans de nombreux cas, les réseaux très faibles qui relient demandeurs et employeurs, le manque de référents, de confiance, il y a un fort risque. Donc les employeurs doivent investir beaucoup pour ramener des demandeurs de l'étranger et souvent il n'y a pas de réunion en face à face. Donc c'est un recrutement très vulnérable, qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des discriminations aussi, c'est un facteur important. Il y a aussi des choses que nous pouvons voir sur le recrutement international des deux côtés, c'est le fait qu'il y a aussi
des familles accompagnantes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une décision d'embaucher, mais aussi d'avoir une famille qui accompagne. La portabilité de la sécurité sociale. Donc, il y a de nombreuses barrières et on se demande comment est-ce que c'est possible de en fait réaliser cela. Et en fait, c'est vrai que les employeurs n'aiment pas embaucher à l'étranger. Pour cette raison, ils préfèrent trouver des personnes localement. Donc, quand ils recrutent, c'est qu'il y a une raison. C'est que vraiment, il y a un manque, il y a un besoin. Et le système de migration et l'attitude de la politique est souvent que le recrutement international est très suspicieux, bien souvent. À cause de tous ces coûts, toutes ces barrières, la question se pose, qui paye pour cela? Est-ce que c'est le demandeur, le travailleur? Ça, c'est souvent le cas, en particulier pour la migration qui sont moins formés, mais on y reviendra par rapport à cette question de coût. Nous y reviendrons à la fin. Nous demanderons pourquoi le secteur public devrait s'investir là-dedans. Mais en fait, donc voilà surtout les barrières qu'il faut prendre en compte pour le recrutement international. Ici, nous avons des points que vous connaissez sûrement, comment réaliser l'appariement. Donc, nous avons vu qu'il y a un rôle important des plateformes privées en ligne, en particulier pour les personnes ayant des formations poussées. Les salons de l'emploi sont aussi une réponse importante. On organise donc ces salons de recrutement basés sur le secteur ou sur la région. Et c'est en fait une opportunité de dépasser ces barrières. Il y a aussi des réseaux informels et formels. Donc informels pour les moins qualifiés, formels pour les plus qualifiés. Nous avons aussi des collaborations avec des chasseurs de tête, avec des agences. Donc vraiment, le plus grand est le marché. Plus il y a de personnes impliquées, mieux c'est. Le point final, je pense, c'est qu'il est crucial pour cette discussion. Quel est le lien entre l'appariement et le processus de migration? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vont réaliser cet apatriement, mais les procédures sont réalisées par les États. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'appariement privé-public et l'administration qui gère le processus de migration? Donc, le lien est clair parce qu'il peut répondre aux coûts élevés, à la complexité, et nous verrons les bénéfices et les inconvénients plus tard. Donc ma présentation aujourd'hui se concentre surtout sur cette idée d'un modèle où il y a vraiment un groupe de candidats liés au système de migration et cet appariement et ce modèle de migration qui est particulièrement intéressant où nous avons des candidats à la migration qui sont intéressés, qui veulent se déplacer vers un nouveau pays. Ils mettent en avant donc leur application, leur demande d'emploi et ensuite ils rentrent, après avoir passé ce canal de migration, ils rentrent dans ce groupe de personnes qui peuvent potentiellement migrer s'ils ont une offre d'emploi. Et à partir de ce groupe, d'où ils sont sélectionnés, ils sont ensuite, à ce moment, la processus de migration commence réellement. Donc avec ces exemples, on voit que ce modèle fonctionne en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada. Donc, c'est en fait vraiment un canal de migration qualifié de base. Et ce qu'on voit aussi en Corée, c'est que ce modèle est aussi utilisé pour les professionnels moins qualifiés. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on a de nombreuses personnes qui s'intéressent et qui veulent migrer. Certains vont répondre aux critères de base et vont rentrer dans les groupes de potentiels. Et qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de personnes potentielles? Est-ce que les employeurs et leurs associations, est-ce qu'ils peuvent consulter ce groupe de personnes? Est-ce qu'ils peuvent choisir les demandeurs? Donc là, nous avons 3 exemples de différents pays où nous verrons comment cela fonctionne. Donc, dans les pays que j'ai utilisés pour présenter ce système,
il y a donc différents modèles pour faire le lien entre les employeurs et le groupe de personnes. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a un modèle qui n'est pas en lien avec les services publics de l'emploi, mais qui est plus vaste. En Australie, le système permettait aux employeurs de consulter les candidats, mais ensuite cela s'est arrêté. Le troisième exemple est au Canada, où le service public de l'emploi est en lien avec la migration et avec la sélection le mode de sélection de la migration. Donc, en fait, quel est le lien du service du public, du secteur public et l'appariement? Donc, dans l'exemple de la Nouvelle-Zélande, c'est très grand. Il y a une plateforme où tous ceux qui sont intéressés qui souhaitent se rendre en Nouvelle-Zélande, qu'ils soient qualifiés ou non, ou s'ils se trouvent peut-être sur la liste des emplois nécessaires, peuvent s'inscrire, peuvent déposer leur candidature sur cette plateforme. Peu importe qui, tout le monde peut s'inscrire, déposer sa candidature et il y a des millions de profils. Donc c'est un système très large et donc ce sont tous des personnes qui sont intéressées pour se rendre et habiter, travailler en Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande gère cette base de données. Quand des employeurs sont intéressés, cherchent des candidats qui répondent à un profil, ils consultent donc cette base de données. C'est un système très efficace parce que, en fait, essentiellement, c'était une liste de personnes qui aimeraient migrer avec leur profil. On les contacte directement. On suit un peu leurs échanges. Et ensuite, si on regarde qui utilise ce système pour leur recrutement, c'est surtout des agences de recrutement. Au final, très peu d'employeurs indépendants recrutent directement de cette base de données. Ce sont surtout des intermédiaires qui l'utilisent. Ils demandent donc des profils, peut-être qu'ils auront quelques candidats possibles. Et il y a en fait un flux important. Si quelqu'un est sélectionné dans ce processus de migration, c'est séparé, il faut passer le processus de visa, tout ça est séparé. Le fait qu'il se trouve dans ce groupe ne fait aucune différence au processus de demande de visa. Quelques points. Cela est quelque chose de très actif, ce groupe où les services de l'immigration suivent donc toutes les demandes qui passent. On a un compteur de clics, on sait combien de mails ont été distribués aux mails, combien sont ouverts et lus et auxquels on reçoit des réponses. Parce que tout cela est donc rentré dans leur base de données. Tout cela concerne l'intégrité et donc cela est très important pour le recrutement international. Ensuite, le second exemple, l'Australie. Là encore, c'est un système où les candidats expriment leur intérêt de migrer vers l'Australie. Et les employeurs peuvent donc consulter ce groupe de personnes. Les employeurs peuvent consulter les qualifications, les intérêts, grâce à des profils anonymes de candidats, créer un contact avec ces candidats. Il y a quelques restrictions. Les employeurs ne peuvent consulter les profils de candidats seulement si spécifiquement ils disent qu'ils sont intéressés à être contactés par un employeur et d'être sponsorisés donc pour un visa de travail. Donc ce qui s'est passé, c'est que le système a été utilisé. Donc toutes les entreprises qui étaient dans ce registre pourraient accéder à la base de données. Mais il y a 2 ans, le gouvernement a décidé de couper cette option qui n'était pas très utilisée et ils ont décidé que ce n'était pas exactement, c'était vraiment une très petite part des personnes qui rentraient, donc ça ne valait pas vraiment la peine. Les employeurs n'étaient pas intéressés de cette base de données, ils ne sponsorisaient pas les employés grâce à cette base. Donc, en fait, on espérait que ça devienne un canal d'employeurs, mais ce n'a pas été le cas. Donc, de nombreuses personnes arrivaient et trouvaient leur employeur avant de faire la demande, ou ils arrivaient dans le pays et trouvaient le travail ensuite. Le dernier exemple, c'est sûrement le plus pertinent
pour un public qui représente donc les services publics de l'emploi, l'exemple canadien. Avec ce système, il s'agit donc d'un lien explicite avec les services publics de l'emploi et leurs offres d'emploi. Il s'agit d'un système national qui s'applique à tout le pays. Il y a des centaines de milliers de demandeurs ici et de propositions d'emploi. Il y a quelques problèmes sur son fonctionnement. Au début, tous ceux qui posent leur candidature, donc chaque candidat à la migration poste donc leur demande dans cette base de données. Et ensuite, il y a donc chaque employeur qui veut employer de l'étranger donne déjà ses conditions, ses souhaits. Et ça, c'est le cas dans la plupart des pays de l'OCDE. Tous les employeurs qui souhaitent employer quelqu'un de l'étranger, il faut décrire donc l'offre d'emploi dans le système de services publics de l'emploi. Donc déjà, les offres sont nombreuses concernant le recrutement international dans de nombreux pays que nous avons vus. Cela, en fait, change un petit peu les offres d'emploi qui sont présentes dans les systèmes de services publics de l'emploi. En fait, dans les bases de données, certaines offres ne sont que là parce que le marché de l'emploi le demande. Donc, c'est un exemple intéressant aussi pour le Canada. Il y a aussi un manque d'appariement entre la base de données des SPE et les programmes de migration demandeurs qualifiés. Donc, au Canada, par exemple, il y a environ 10% de postes à pourvoir dans la banque d'offres d'emploi étaient disponibles. Il y avait donc seulement que quelques offres d'emploi visibles sur la base de données parce que seulement très peu sont éligibles pour le recrutement international. Mais de nombreux demandeurs ont été forcés à quand même rentrer leurs données dans cette base de données par le système de migration. Donc en 2017, le gouvernement canadien s'est dit que ça n'était pas nécessaire de demander obligatoirement à tous ces candidats de publier leur profil dans le système. Beaucoup le font encore et on n'a pas de preuve de combien d'entre eux ont pu trouver ou ont pu être appairés. Non, peu importe. En tout cas, les systèmes sont liés, donc la migration et le système du service public de l'emploi. Donc, j'en viens à ma dernière diapo. Et ici, je voulais juste indiquer donc comment cela fonctionne. Nous avons donc un groupe de candidats et d'employeurs et le fait stratégique que les SPE ont déjà une tâche importante sur le marché du travail, s'ils ont beaucoup d'offres d'emploi dans leur système, suivant le processus d'autorisation de migration. Donc, en fait, dans de nombreux pays que nous avons vus, il y a des problèmes de réputation pour les SPE. Il y a de nombreux acteurs pour l'appariement et les SPE souvent une réputation qui travaille avec des personnes moins qualifiées. Et le mandat, souvent, c'est de donner du travail aux personnes qui sont au chômage. Et en fait, il y a un mandat. Donc, en fait, une histoire culturelle d'opération qui n'est pas vraiment compatible avec l'appariement international. Il n'y a pas d'obligation envers les demandeurs étrangers. Donc, en fait, c'est parfois un défi pour certains systèmes. Il y a aussi la question, comment est-ce qu'on peut attirer des candidats dans ce pool? Comment est-ce qu'on peut attirer aussi les employeurs?
comment est-ce qu'on peut convaincre que les employeurs qu'ils ont plus de chances de trouver des gens aussi à l'étranger. On parle d'asymétrie d'information. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les candidats pour qui nous fournissons des informations vers les employeurs, donc leurs qualifications, il faut faire en sorte que leurs qualifications soient bien vérifiées. Il faut aussi voir l'éligibilité pour les programmes de migration. Est-ce que les demandeurs répondent à ces besoins? Donc maintenant, il y a aussi une discussion par rapport au partenariat des qualifications, la mobilité des qualifications, où en fait on forme les gens dans les pays d'origine à un certain niveau afin qu'ils deviennent intéressants pour les employeurs dans les pays, dans les différents pays. Cela coûte très cher. Qui paye pour cela? Est-ce qu'on peut donc former des personnes suffisamment? Est-ce que ça a du sens de former ces personnes? C'est très intéressant en fait de voir cette coopération de développement, cette assistance au développement pour encourager ces initiatives de formation, mais il y a très peu de succès, d'exemples de succès. Donc je pense que pour conclure, il y a quelques questions ouvertes sur ces processus et un des facteurs clés, c'est que en fait l'appariement répond à un besoin réel sur le marché du travail. Donc les systèmes fonctionnent surtout quand les employeurs sont désespérés. Parce qu'il est si difficile de recruter à l'étranger et il y a une préférence naturelle pour le local, s'il y a un recrutement étranger, c'est parce que les employeurs en ont fortement besoin. Donc si ce besoin est aigu, est-ce qu'on peut faire la compétition avec les canaux privés en termes d'appariement? Est-ce qu'on peut tenir cette compétition? Quel est le rôle des SPE entre elles, donc entre gouvernements, entre SPE d'origine et de SPE de destination? Est-ce qu'on peut trouver là un appariement où on a deux organismes qui ont de la crédibilité, qui ont de la capacité de faire ce processus rapidement pour les candidats? Parfois, il y a un problème aussi d'appariement entre les pays. Dans certains programmes, nous avons vu que les gouvernements, les accords entre eux ciblent des canaux de migration qui ne sont pas les premiers choix des employeurs et ne sont pas forcément des pays où les employeurs auraient recruté s'ils avaient eu le choix. Et il faut donc changer leurs pratiques. Et ça, c'est parfois pas si simple. Je pense que ce que je voulais dire, en fait, surtout, et j'espère que nous pourrons parler des défis, comment les résoudre. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents modèles disponibles et personne n'a vraiment trouvé la formule magique pour un appariement entre les plateformes, entre les systèmes migratoires, pour créer donc un système fluide pour ramener les candidats appropriés aux employeurs. Je vais m'arrêter ici et j'ai hâte de discuter avec vous.
sont très onéreux. Il n'y a pas d'honoraires pour les employeurs qui souhaitent utiliser ces plateformes, mais il y a plusieurs exemples. Cela ne veut pas dire que c'est un service gratuit. Pourquoi? Parce que les clients vont payer pour faire traduire les documents, pour les certifications. Donc, il y a plusieurs coûts dès le départ pour les clients. Et une fois la décision prise, il y a des frais liés au permis de travail, au visa et ainsi de suite. Alors, il y a d'autres défis qui se présentent également, ce qui rend le processus beaucoup plus coûteux. À titre d'exemple, quand nous avons des pays qui cherchent des migrants qui ne parlent pas la même langue et qu'il faut également élaborer une formation, cela devient un processus beaucoup plus coûteux. Quelles sont les subventions disponibles et accessible par les employeurs? Je crois que nous avons entendre des exemples précis des autres intervenants, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Passons à la deuxième question. Donc, je vais juste regarder la manière dont la question a été posée. Donc, quels sont les facteurs critiques de succès pour recruter les personnes les plus nécessaires sur le marché du travail? Il faut que la demande soit précise et spécifique afin d'identifier les intérêts de l'employeur. Pourquoi? Parce que c'est le filtre principal. Est-ce que les différents pays peuvent attirer des migrants? Parmi les pays de l'OCDE, les critères sont flexibles, mais il y a d'autres marchés du travail où les employeurs sont beaucoup plus précis. Donc, ils cherchent quelqu'un ayant une compétence ou des compétences précises. À titre d'exemple, en Allemagne, les Allemands aiment que les travailleurs aient des certifications et des qualifications allemandes. Donc, il y a peu de flexibilité, donc c'est assez difficile. En Norvège, et j'ai d'autres exemples également, les employeurs sont beaucoup plus flexibles, c'est-à-dire que les employés peuvent venir en Norvège pour se former. Nous avons des candidats qui ont une formation en biologie, mais qui peuvent également travailler dans le secteur chimique. Donc, cela dépend vraiment des exigences et de la manière dont les employeurs font preuve de souplesse. Et si l'employeur est en plein désespoir, bien entendu. Donc, les autres questions, donc, existe-t-il une expérience? Oui, on en a parlé dans cette publication, dans ce document. Parfois, cela ne marche pas. Ce n'est pas une approche tout à fait parfaite, mais quand il existe des compétences précises et quand ils cherchent parfois, les employeurs ne cherchent pas de compétences précises et donc il faut juste augmenter la main-d'œuvre et la masse salariale. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir vraiment partagé ce paysage. Alors, c'est une situation d'urgence qui fait en sorte que ces modèles voient le jour, sinon personne passera à la vitesse supérieure, c'est-à-dire personne ne sera en mesure d'investir et cela requiert également des efforts stratégiques et de la réglementation. En ce qui concerne la procédure, je propose un changement. Nous sommes un peu en retard, donc je crois que nous devons passer aux 3 pays tous en même temps avant de céder à une session questions-réponses. Je vais prendre note de vos questions pendant les 3 présentations et c'est un plaisir de passer la parole à mon organisation, c'est-à-dire le SPE allemand, c'est Alexander Willem qui est directeur des relations internationales au sein du service public de l'emploi. Et nous allons changer de perspective. Pourquoi? Parce que les autres exemples étaient basés sur une expression d'intérêt sur l'approvisionnement
Et nous allons changer de casquette. Nous allons mettre l'accent sur la demande et la stratégie dans une situation d'urgence pour les employeurs. Alexandre, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous me voyez, j'espère que vous m'entendez. Tout d'abord, je ne vois pas ma présentation affichée à l'écran. Donc, je vais vous remercier de votre participation ce matin à ce webinaire. Je vous assure que nous sommes très tristes que cette réunion n'ait pas pu eu lieu en présentiel. J'attendais avec impatience cet atelier à Hambourg, en Allemagne, mais à cause de la COVID-19, je dois parler plus près du micro. On me dit dans le chat, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. J'espère que cela fonctionne. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous ne m'entendez pas bien. Et j'ai besoin de la présentation afin de pouvoir commencer. Est-ce que l'on peut afficher ma présentation à l'écran? Le cas échéant, je peux parler, je peux vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Très bien, je la vois. C'est la présentation qu'il me faut, je vous en remercie. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Je dispose de 10 minutes et je vais mettre un chronomètre pour pouvoir respecter le temps imparti. J'ai préparé plusieurs diapositives. Pourquoi? Parce que le système allemand est assez compliqué et nous avons, en plus de ce rôle juridique en tant que l'ESP d'Allemagne, nous passons en revue, nous analysons le marché du travail pour les migrants qui pénètrent le marché allemand. Nous avons un modèle qui n'est pas dissemblable du marché canadien, c'est-à-dire que nous essayons de placer les candidats là où il y a un vrai besoin. C'est un modèle assez complexe, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que la présentation fonctionne et que le son est bon également. Alors, au vif du sujet, je vais vous parler du cadre. Nous travaillons donc avec la migration de main-d'œuvre au sein de l'Union européenne et avec les différents SPE au sein du réseau EURES pour promouvoir le transfert des connaissances et la libre circulation des travailleurs. Nous disposons donc d'une coopération étroite avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne et avec des SPE qui se trouvent en dehors de l'Europe. Nous avons sélectionné plusieurs pays avec lesquels nous souhaitons travailler. Il s'agit d'une coopération bilatérale à chaque fois et cela pour l'échange de connaissances, les recrutements de travailleurs qualifiés et saisonniers. Comme je l'ai déjà évoqué, nous jouons un rôle juridique également, c'est-à-dire que nous travaillons avec le gouvernement fédéral à la BA. Tous les travailleurs qui veulent travailler sur le marché du travail allemand, peu importe la manière dont ils ont été recrutés, doivent passer par cette étape juridique. Quand on parle de la migration, nous sommes donc un acteur clé quand il s'agit de la migration de force majeure. Quand nous avons des réfugiés qui arrivent en Allemagne et nous essayons de les intégrer au sein du marché du travail allemand. Je ne vais pas rentrer dans les détails par contre. Aujourd'hui, je souhaite parler de notre service, la BA, et l'approbation du SPE allemand s'agissant du processus de demande de visa pour les travailleurs qualifiés qui souhaitent venir travailler et habiter en Allemagne. Il faut donc une offre d'emploi concrète. Il existe certaines exceptions, c'est-à-dire parfois les travailleurs peuvent venir en Allemagne et chercher un travail. Ils disposeront, donc tous les candidats disposeront de 6 mois afin de chercher et trouver un emploi. Cela fait partie de la nouvelle législation qui est entrée en vigueur au mois de mars de cette année. Mais de manière générale, il faut qu'il existe une offre d'emploi concrète. Ce que l'on vérifie également en tant que SPE, c'est de vérifier les offres d'emploi et les conditions de travail qui ont été proposées. Ces conditions de travail doivent être comparables à celles des employés nationaux au sein du même secteur.
C'est une composante très complexe s'agissant de ce système allemand. De manière générale, les migrants ont besoin de faire certifier leur qualification professionnelle afin de pouvoir travailler en Allemagne. Je vais vous parler davantage de cette condition qui est bien entendu très compliquée. Laissez-moi vous mentionner une chose. Les employés ou les employeurs ne mettent pas d'obligation s'agissant de la langue parlée, mais comme l'a dit Jonathan, pour la plupart des métiers, les employeurs s'attendent à ce que le migrant parle et ait un niveau B1 en allemand. Sinon, ce sera difficile pour que les candidats étrangers intègrent et collaborent avec leurs collègues, même d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'il faut des compétences linguistiques de base. C'est tout à fait différent quand on parle des grosses sociétés, les multinationales, BMW, SAP, parce que la langue de travail est normalement anglais et donc il n'est pas nécessaire de parler allemand. Mais 99% des entreprises en Allemagne sont des PME ayant 250 employés au moins et donc il faut savoir parler allemand. Comme je l'ai déjà évoqué en tant que SPE, nous jouons un rôle très actif dans le recrutement en lui-même. Nous faisons cela de manière bilatérale avec des accords bilatéraux avec plusieurs gouvernements, c'est-à-dire un SPE qui travaille main dans la main avec un SPE qui se trouve dans notre pays partenaire. Nous essayons de combler l'écart si jamais il y a des lacunes s'agissant du processus de recrutement. Nous travaillons avec d'autres entités publiques, le ministère du Travail et nous, de manière générale, nous mettons en place des protocoles d'entente afin de définir le cadre de référence pour cette coopération bilatérale et afin d'établir le type de travailleurs qualifiés nécessaires en Allemagne. Nous prenons en compte la situation du marché du travail dans le pays partenaire pour que le recrutement remplisse les vrais besoins du marché du travail. La conception de ce processus de migration est très importante. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne dispose pas d'assez de temps, mais il y a des accords bilatéraux de détachement visant à favoriser l'emploi de travailleurs qualifiés. Cela est très important en Allemagne. De manière générale, les candidats qui arrivent en Allemagne, en plus d'une offre d'emploi, doivent avoir une reconnaissance de la qualification et de la compétence. En tant que SPE allemand, nous essayons de collaborer avec nos partenaires pour que certains migrants puissent tout de même venir en Allemagne puis démarrer le processus en aval. Cela accélère le processus. Très rapidement, s'agissant de notre processus, ce que l'on a fait en tant que SPE, nous avons donc une analyse de besoins afin d'identifier des pénuries en main-d'œuvre qualifiée et en matière de recrutement international. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous avons donc publié pour la première fois notre analyse et nous avons identifié des pénuries en main-d'œuvre. Cela a été avant la pandémie de COVID-19, bien entendu. Et nous avions pu identifier 3 piliers ou 3 pénuries différentes que vous voyez à l'écran. Il s'agit des travailleurs qualifiés, des mécaniciens, des plombiers, des cuisiniers, des infirmiers, des médecins. Vous voyez donc le large éventail de besoins sur le marché du travail allemand. Laissez-moi également mentionner que nous voyons que le marché du travail en Allemagne a été frappé violemment par la COVID-19 et
les retombées économiques sont très négatives. Ce que l'on peut voir tout de même, suivant les différents sondages qui ont été faits par les organisations en Allemagne dans le cadre de cette analyse, est que sur le moyen terme, nous allons continuer à avoir besoin de cette main-d'œuvre qualifiée internationale afin de combler cette pénurie allemande. Le développement démographique ne va pas savoir pallier ces lacunes. Nous sommes confiants donc d'avoir besoin de ce recrutement actif international venant d'en dehors de l'Union européenne. Nous avons identifié plusieurs pays cibles. On ne peut pas travailler avec 200 pays partout dans le monde en même temps. Nous avons besoin également de prendre en compte les partenariats, les structures au sein de nos pays partenaires, les standards des qualifications octroyées et d'autres facteurs, une volonté de coopérer, raison pour laquelle nous avons analysé des potentiels afin de cibler les pays avec lesquels nous souhaitons travailler. C'est quelque chose que nous continuons de faire. Voici, je sais que le temps qui m'était imparti s'est écoulé, donc je vais très rapidement boucler ma présentation. Voici les différents étapes du processus de coopération et quelles sont nos valeurs. Je souhaite vraiment mettre l'accent là-dessus. Nous voyons, et même si Jonathan l'a mentionné, oui, les SPE jouent un rôle très complexe. Et en matière de recrutement, il est assez difficile d'intégrer les travailleurs migrants, mais pour nous, il est très important de comprendre l'importance primordiale du rôle du SPE afin de garantir une migration équitable et juste, raison pour laquelle nous essayons donc de mettre en place des principes fondamentaux, à savoir des services gratuits pour les demandeurs d'emploi, l'égalité de traitement des conditions de travail et, bien entendu, nous prenons en compte la situation du marché du travail dans le pays partenaire. C'est pourquoi nous croyons que même si ce système est très compliqué en tant que service public de l'emploi, nous devons jouer ce rôle actif afin de mettre en place des standards et des valeurs qui doivent être respectées par le marché du travail. Je sais que j'ai dépassé le temps imparti, donc je m'arrête là. Je suis ravie d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Alexander, de cette présentation très intéressante, de cet aperçu de la stratégie allemande qui est basée sur différentes conditions structurelles, n'est-ce pas? À savoir le rôle joué par le SPE allemand dans cette procédure de recrutement et les pénuries dont vous avez parlé dans plusieurs secteurs, des secteurs essentiels. J'ai suivi attentivement, donc vous êtes prêts à investir afin de combler ces écarts. Sans plus attendre, je cède la parole à notre prochain intervenant du Pôle emploi en France, Nicolas Simon, qui est à la tête du département de mobilité internationale et il va nous parler de la planification et des plans qui ont mis en œuvre en France. Je vous demande donc de respecter le temps imparti parce que nous sommes déjà en retard. Nicolas, vous avez la parole. Merci, bonjour. Je vais tâcher de faire de mon mieux pour respecter le temps de parole, effectivement. Alors, d'abord, voilà, il y a encore beaucoup de planches sur la présente. Voilà. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, je suis responsable du département offre de services mobilité internationale à Pôle emploi. Ce que je vous propose ce matin, c'est de vous présenter un petit peu la façon dont notre service public de l'emploi aborde la question de la mobilité internationale. Et on va voir qu'on l'aborde, nous, sous deux aspects, les demandeurs d'emploi français qui souhaitent aller travailler à l'étranger et effectivement cette question de l'attraction de talents venant de l'étranger pour pourvoir des postes en France. Mais d'abord, je vais vous dresser un petit tableau de la manière dont sont organisées les activités internationales à Pôle emploi. Vous montrer comment on représente une part relativement faible de l'activité de Pôle emploi et ensuite comment
nous sommes organisés pour délivrer cette offre de service. Alors très rapidement, mon département appartient à une direction, à l'intérieur de la direction générale de Pôle emploi, qui est la direction de l'Europe et des relations internationales, qui elle-même est basée sur 3 grandes activités. Une activité de coopération à l'international, au travers de différents partenariats. Nous sommes amenés à intervenir en appui d'autres SPE à l'étranger et à, je dirais, à faire valoir les compétences et les savoir-faire acquis au sein de Pôle emploi. Une unité importante qui travaille sur tout ce qui est benchmark et communication. Benchmark parce qu'il est évident, et je crois que l'AMCEP porte tout à fait cet aspect-là, il est important de travailler, d'observer ce qui se passe, ce qui se pratique dans les autres SPE, les autres pays, pour inspirer nous-mêmes les pratiques et les projets que nous menons. Et enfin, donc le département service de la mobilité internationale, qui s'appuie, lui, sur 7 équipes mobilité internationale qui sont mises en place au sein du réseau Pôle emploi, managées par 7 responsables d'équipe et qui représentent en tout 62 conseillers dédiés à l'accompagnement à la mobilité internationale. Alors, d'abord, quelle place nous prenons au sein de l'activité de Pôle emploi? Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de l'impact de la crise Covid. Je vous ai mis là les courbes d'évolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et si on prend les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire inscrits chez nous, soumis à une obligation de recherche d'emploi et sans aucune activité, vous voyez qu'il y a eu un pic important au moment du premier confinement, au printemps 2020, mais avec sur le 3e trimestre 2020 une reprise importante et des retours à l'emploi importants. Néanmoins, on voit qu'avec plus de 3 600 000 demandeurs d'emploi, la France fait encore face à un taux de chômage élevé. Alors, quand on se compare effectivement sur l'aspect mobilité internationale, si je regarde l'activité des équipes mobilité internationale, depuis le début de l'année, nous avons accompagné 12 167 demandeurs d'emploi. Donc, comme vous pouvez le voir, on représente vraiment qu'une infime partie de notre activité, même si évidemment, en tant que responsable du département mobilité internationale, j'aurais tendance à considérer que nous sommes un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors, comment cette offre de service à la mobilité internationale s'articule-t-elle? Elle est essentiellement déjà orientée vers les demandeurs d'emploi français qui souhaitent aller travailler à l'étranger et elle s'appuie sur 3 grands leviers. Un premier qui est une offre de service numérique en ligne, accessible via notre site internet pôle emploi.fr, sur lequel nous venons publier des pages entièrement renouvelées. Et notamment avec une logique de parcours pour le demandeur d'emploi. C'est-à-dire on part déjà des premières questions qu'on peut se poser. Tiens, pourquoi pas travailler à l'étranger? Pour vraiment parcourir, avoir toutes les différentes étapes, jusqu'à une dernière étape importante pour nous, qui est d'accompagner aussi le retour de mobilité, accompagner des demandeurs d'emploi français qui ont travaillé 5 ans, 10 ans à l'étranger et qui souhaitent revenir en France. Deuxième environnement extrêmement important sur notre offre digitale, ce qu'on appelle l'Emploi Store, qui est en fait une plateforme qui regroupe un certain nombre d'applications qui ont pour objectif d'aider nos demandeurs d'emploi à accomplir leurs recherches et à s'outiller dans leur projet de recherche d'emploi à l'étranger. Deuxième levier extrêmement important pour nous, qui a été mis en avant par nos collègues allemands, les partenariats internationaux. Déjà un environnement très important pour nous, qui est le réseau EURES européen, très important bien évidemment, puisqu'on peut bénéficier de la libre circulation des travailleurs en Europe. Et donc là, il y a un levier très important pour nous. Autre partenaire très important en termes de mobilité internationale, le Canada, tout simplement parce que le Canada représente la destination la plus demandée et la plus recherchée par les Français.
On s'appuie aussi sur des programmes de mobilité internationale, notamment je pense à Erasmus+, qui est un dispositif à l'échelle européenne qui permet à des demandeurs d'emploi de bénéficier de bourses pour faire des stages en entreprise en Europe, et puis le dispositif OFQJ, Office franco-québécois pour la jeunesse, qui lui permet aussi à des jeunes Français d'avoir accès à des stages en entreprise au Canada. Et enfin, le plus important, troisième levier mis en œuvre au niveau des agences, donc par nos conseillers en mobilité internationale, donc une offre de services dédiée, spécialisée, personnalisée pour nos demandeurs d'emploi qui ont un projet de mobilité à l'international, donc qui est délivré au travers de webinaires, de rencontres, d'entretiens qui se font intégralement en ligne, d'ateliers aussi réalisés en ligne, de clubs aussi que nous organisons toujours en ligne. Et enfin, nous avons développé un réseau social spécifique à Pôle emploi qui permet à l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont intéressés par un souhait de mobilité internationale d'échanger entre eux. Et donc, ils peuvent se donner des informations, se soutenir dans leurs recherches et puis souvent échanger beaucoup d'astuces pour essayer de réussir dans leur projet. Autre point important, Cap 10 000 que j'ai mis en logo, puisque c'est un objectif qu'on s'est fixé. À l'heure actuelle, si je regarde les équipes mobilité internationale, en un instant T, si en ce moment même, nous accompagnons un petit peu plus de 7300 demandeurs d'emploi. Mais notre objectif est de se mettre en capacité d'accompagner jusqu'à 10 000 demandeurs d'emploi en même temps. Alors, bien évidemment, il faut tenir compte de la situation qu'on vit à l'heure actuelle. En France, nous entrons dans une deuxième période de confinement qui a démarré au mois de novembre. Cela n'empêche pas l'ensemble des agences de Pôle emploi de rester ouvertes et donc de continuer à être en appui et à accompagner nos demandeurs d'emploi. Et notamment pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en capacité d'avoir accès aux outils d'entretien, de visio, et donc qui nous permettent d'échanger avec eux en ligne, on a maintenu les agences ouvertes pour pouvoir accompagner ces personnes-là qui sont moins à l'aise avec les outils numériques. Les impacts de la crise, ça ne sera une surprise pour personne. Les plus touchés, ce sont les jeunes diplômés, les jeunes demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail, qui cherchent à avoir leur première expérience, alors que les entreprises recrutent beaucoup moins. Et donc de ce fait-là, le gouvernement français et Pôle emploi évidemment s'est mis en ordre de marche. Le gouvernement français donc a souhaité prioriser nos actions sur ce public des jeunes demandeurs d'emploi. Et donc, nous sommes fixés comme priorité d'accueillir et d'accompagner tous ces jeunes pour leur trouver le plus rapidement possible une solution en termes de retour à l'emploi. Nous mobilisons évidemment aussi fortement la formation professionnelle qui est un moyen, qui est aussi pour nous un moyen et un levier pour permettre à tous les demandeurs d'emploi qui sont en difficulté pour retrouver un emploi en ce moment, profiter de cette période peut-être un peu plus calme en termes d'embauche pour pouvoir se former, se remettre à niveau par rapport aux besoins du marché du travail. En ce qui concerne l'offre de services internationale, comme je vous l'ai expliqué précédemment, elle est intégralement délivrée via des moyens numériques, donc délivrée en ligne, et ce qui nous a donc permis de garder le contact avec tous nos demandeurs d'emploi pendant la période de confinement qui a eu lieu au printemps et à nouveau pendant cette période de confinement, sachant que l'intégralité des conseillers en mobilité internationale sont équipés de façon à pouvoir travailler de chez eux, donc en télétravail. Alors, sur la question d'attirer des travailleurs qualifiés en France, premier point à prendre en compte, comme je l'ai montré sur une planche précédente, le taux de chômage en France reste très élevé. Ceci dit, malgré ça, nous avons aussi de nombreux secteurs qui sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Alors, ça sera une surprise pour personne, bien évidemment le secteur de la santé. Mon collègue allemand parlait
parlé de besoins en termes de médecins, d'infirmières. Nous avons évidemment les mêmes besoins en France, mais aussi besoin de tout ce personnel qui vient autour des personnes soit hospitalisées, soit des personnes âgées qui sont en maison de retraite, et donc besoin d'auxiliaires de vie, d'aides-soignants qui vont venir en appui de ces personnels de santé. Le secteur de la construction aussi est encore très touché par ces phénomènes de pénurie de main-d'œuvre. Le secteur de l'industrie qui est encore relativement bien représenté en France et plus particulièrement l'industrie agroalimentaire qui est en très grande demande de main-d'œuvre. Et puis aussi tous les secteurs de l'informatique et des nouvelles technologies où là, il y a encore beaucoup de besoins. Alors, pour faire face au grand nombre de demandeurs d'emploi inscrits et répondre à ces besoins de main-d'œuvre pour ces secteurs en tension, notre principale réponse consiste bien évidemment à orienter nos demandeurs d'emploi vers ces secteurs-là, en leur offrant, si nécessaire, une formation professionnelle de manière à adapter leurs compétences aux besoins des secteurs visés. Et donc, nous ne communiquons pas publiquement sur une volonté d'attirer des travailleurs étrangers de talent, tout simplement parce que en termes d'opinion publique, enfin, être mal perçu, hein, dans une période où on a encore un taux de chômage élevé. Néanmoins, nous avons mis en place 2 actions qui sont susceptibles d'aider nos employeurs à attirer des compétences venant de l'étranger. Déjà, on s'appuyait sur les possibilités du retour du réseau EURES pour publier nos offres d'emploi sur le portail EURES. Et donc, nous avons un système qui automatiquement retransmet les offres d'emploi des employeurs français vers le réseau EURES et vers ce portail EURES. Nous avions la semaine dernière un peu plus de 250 000 offres d'emploi d'employeurs français publiées à l'échelle européenne et on a quelques exemples qui démontrent le bienfait de ce nouvel outil. Ensuite, deuxième point, à la fois au départ avec une réflexion sur le Brexit et puis cette crise du coronavirus qui est arrivée au printemps, nous sommes dit qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent à l'étranger qui pourraient être intéressés à revenir travailler en France. Et donc pour ça, nous avons développé une nouvelle offre de service en matière de retour de mobilité et donc avec un accompagnement pour les personnes qui souhaitent revenir en France. Donc ça passe d'abord par une page internet dédiée qui a été publiée au printemps et depuis le mois de septembre, nous testons aussi des webinaires pour accompagner ces personnes qui viennent de rentrer en France, qui viennent de s'inscrire chez nous, pour les accompagner sur le cheminement inverse parce que finalement, rentrer de l'étranger pour revenir en France, c'est un petit peu le même chemin que de faire le choix d'aller travailler à l'étranger. Il faut se réadapter, même si c'est un pays qu'on a bien connu auparavant. La France a changé, donc il y a besoin de se réadapter aux nouvelles conditions du marché du travail français. Alors, sur ce sujet-là, nos perspectives d'avenir, bien évidemment, si la situation du chômage en France s'améliore, ce que nous pouvons bien évidemment tous souhaiter, nous avons un certain nombre d'actions qui sont envisagées pour pouvoir se mettre en capacité d'attirer des talents depuis l'étranger. Donc déjà, internationaliser notre site web en traduisant nos pages, notamment sur tout ce qui est l'arrivée en France. Donc traduire nos pages en anglais, en allemand, en espagnol. Deuxième levier, renforcer notre coopération avec les pays étrangers afin de mettre en place des actions dans les secteurs en pénurie, avec bien évidemment un premier périmètre, je dirais, lié à la facilité créée par le réseau, un premier périmètre européen dans le cadre du réseau EURES. Organiser des salons de l'emploi en ligne pour informer les demandeurs d'emploi des possibilités d'offres d'emploi et permettre aux employeurs français de communiquer vers ces demandeurs d'emploi-là sur les opportunités qu'ils peuvent leur proposer. Et enfin, je dirais un petit peu à l'image de ce que l'Allemagne a développé avec leur concept Make It in Germany, élaborer une stratégie de marketing tout simplement afin de mettre en valeur les aspects positifs de la vie et du travail en France. Voilà
Pardon, je suis allé un peu vite. Donc voilà les principales actions que nous pouvons envisager de mettre en œuvre. Mais comme vous l'avez compris, tout va dépendre de l'évolution du marché du travail en France, l'évolution du taux de chômage en France, parce que bien évidemment, dans un premier temps, nous devons, et c'est bien légitime, nous consacrer avant tout à accompagner les demandeurs d'emploi français à trouver leur emploi parmi toutes ces offres d'emploi disponibles sur notre marché du travail. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc cette mobilité du retour, c'est un facteur à prendre en compte. Et aussi l'offre en ligne, qui est très importante. Je passe maintenant la parole à notre dernier intervenant, Daniel Hoy, qui est manager au développement ressources humaines en Corée et qui va nous montrer le système de l'emploi en Corée. Daniel, est-ce que vous avez beaucoup de diapos? Peut-être que vous allez faire un miracle et vous allez raccourcir votre présentation. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Daniel de Corée du Sud. Ça me fait très plaisir de vous voir. Est-ce que tout fonctionne bien? J'espère que la présentation d'aujourd'hui va bien se passer. Donc, je vais parler des services publics de l'emploi pour les demandeurs étrangers. Donc, je vais parler alors de SPE. À partir de maintenant, je vais me présenter moi-même et mon travail. Je travaille pour une organisation du gouvernement, donc HR Corée. Donc, c'est une organisation du ministère de l'Emploi en Corée du Sud. Et en fait, nous travaillons donc pour le public coréen pour répondre à des problématiques d'emploi coréennes. Les diapos, pardon. Donc, le système du permis d'emploi pour les travailleurs étrangers en Corée du Sud. J'ai beaucoup travaillé depuis le commencement, il y a plusieurs années. Moi, je travaille ici depuis 4 ans, donc avec le SPE. C'est quelque chose que je... Peut-être que par contre, il y a certaines choses que je ne connais pas par cœur. Donc, j'espère que vous serez compréhensive et compréhensif. Avant de commencer, nous allons voir le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, les SPE en bref, les statistiques clés, défis et enjeux et les principaux résultats. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'explications, mais je vais essayer de simplifier. En 1993, le gouvernement a présenté, donc a instauré un système de stage en entreprise proposé par l'entreprise, mais il y avait différents problèmes de corruption sur le lieu de travail, aussi des violations des droits de l'homme. Donc, l'SPE a été introduit en 2004 pour reconnaître le statut de l'emploi des travailleurs étrangers. Donc le système a été arrêté en 2007 et il a depuis été remplacé par le SPE. Le SPE fournit donc des travailleurs étrangers au secteur en manque de demandeurs et de travailleurs.
Il s'agit donc d'un nouveau système. Donc, les principales modifications des SPE dans différents pays. Donc, vous voyez qu'en 2004, il n'y avait que 6 pays et 3 industries. Et maintenant, nous en sommes à 16 pays dans le programme. Nous avons aussi établi un centre SPE dans chaque pays et nous avons des membres dans tous ces pays pour réaliser nos tâches qui concernent donc l'aide aux demandeurs d'emploi localement. Nous fournissons de nombreux services, donc de services de sélection des demandeurs étrangers, signature de contrat, formation avant le départ, de l'aide de la demande de visa. Je vais donc passer ce processus, mais juste imaginez-vous tout ce qu'il y a à faire quand on intègre donc un demandeur d'emploi étranger. Maintenant, regardons les statistiques par pays. Vous voyez que le pays qui envoie le plus de demandeurs d'emploi en Corée, c'est le Vietnam, le Cambodge et le Cambodge. Donc à plus de 90%, il s'agit d'hommes, parce que sur de nombreux lieux de travail, ce sont donc des lieux de travail très difficiles, très durs, et les femmes ne souhaitent pas y travailler. Donc les hommes travaillent donc surtout dans les services et dans l'agriculture. Ici, nous voyons que la manufacture, la fabrication est vraiment donc le secteur le plus important en Corée du Sud. Et on considère aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui travaillent aussi sur le marché noir de l'emploi. Et on voit ici le nombre et l'évolution donc du nombre de travailleurs étrangers qui ont bénéficié des SPE. Donc, en termes de lutte contre les séjours illégaux des travailleurs du SPE, c'est très important. Voici quelques tendances que vous pouvez voir. Donc, nous avons une tendance à la baisse depuis 2013 et du fait de mesures qui luttent contre le séjour illégal. Donc, il y a eu une augmentation forte entre 2010 et 2013, mais nous arrivons à tenir cette ligne constante maintenant. Il y a environ une moyenne de 15% de taux de séjour illégal pour le pays. Nous avons aussi des tendances en fonction des industries. On voit que la fabrication, il est très bas, mais pour la pêche, il est beaucoup plus important. Pour la fabrication et pour la pêche, donc, ils sont très importants. En général, on essaye de mettre en œuvre des schémas, des organisations pour améliorer les compétences vocationnelles des travailleurs. Ils dépendent des différents pays. Il y a des caractéristiques différentes par pays, mais le système est différent à chaque fois et c'est assez compliqué à vous expliquer rapidement. Pourquoi est-ce que les travailleurs restent illégalement en Corée? En fait, le point commun, ce sont des points économiques. Donc, tout d'abord, pour les employeurs, ils ont facilement
manipulés et les demandeurs peuvent être utilisés. En fait, pour les demandeurs d'emploi, il est très simple. Ils veulent de l'argent. Ils reçoivent plus d'argent, plus de revenus dans les pays étrangers que dans les leurs, et aussi un niveau de vie plus acceptable que dans leur pays d'origine. Donc, que devons-nous faire pour lutter contre le séjour prolongé des travailleurs en situation irrégulière du SPE? En fait, c'est très théorique. Il faut renforcer les mesures, la gestion des travailleurs et fournir un soutien d'adaptation sur le lieu de travail. Améliorer la coopération avec les pays d'origine. C'est très théorique. Je vais passer rapidement. Et les principaux résultats des SPE. Donc, quels seraient les résultats principaux? Comme je l'ai dit, ce serait la croissance économique pour le pays hôte et pour le pays d'origine et pour la Corée. Nous avons fourni du travail pour 280 000 personnes de 16 pays différents. Et nous avons 55 000 entreprises en Corée qui ont eu des problèmes de pénurie de main-d'œuvre résolus. Nous avons donc amélioré la transparence des processus. Donc la corruption a été réduite. Les travailleurs étrangers sont traités de manière égale que les travailleurs coréens. Ici, le SPE sous un angle international. Lors de la conférence OIT de 2010, nous avons parlé d'un système de migration et de sa gestion en Asie. En 2011, nous avons reçu le prix du service public de l'ONU pour la prévention et la lutte contre la corruption dans la fonction publique. Et en 2017, lors de la conférence de la Banque mondiale, ils ont dit qu'il s'agit d'un système de gestion de migration qui est reconnu par le monde. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci. Merci Daniel d'être passé très rapidement sur vos diapos, mais de regarder vos contenus quand même. Ce que j'ai noté dans le cas de la Corée, vous avez un système bien établi, même si le rôle des services publics de l'emploi doit être un petit peu clarifié, mais vous avez bien montré le processus, en fait, pour les travailleurs. Et aussi, non seulement pour les travailleurs moins qualifiés, mais aussi grâce à un système qui reconnaît les manques de travailleurs. J'ouvre maintenant la parole pendant les dernières minutes pour toute question. J'ai noté quelques questions déjà. Pour Alexander, nous avons une question. Est-ce que vous travaillez plus avec des entreprises plus grandes ou avec des PME? Et avec une immigration, jusqu'à quel niveau de direction est-ce que cela se tourne? Et aussi le rôle de la formation. À quel point est-ce qu'on investit dans les formations des immigrants? Et pour moi, et cela me mène aussi à la question. Je vais présenter toutes les questions et ensuite vous pourrez y répondre. Nicolas, votre projet retour a été très intéressant, a éveillé beaucoup d'intérêt. Donc, quelle est la formation et dans quelle branche est-ce que vous proposez ces formations vocationnelles? Et ensuite, une question pour Daniel. Est-ce que vous développez aussi votre schéma à des profils plus qualifiés? Peut-être une dernière question concernant les mesures spéciales dans le domaine de la santé. Peut-être des questions rapides, si possible. Peut-être des mots-clés, tout simplement. Parce que
le webinaire va bientôt se terminer. Alexandre, est-ce que vous pouvez commencer? Rapidement, ces 3 questions. Tout d'abord, nous ne nous concentrons pas sur les grandes entreprises. Nous voyons que notre responsabilité est de répondre aux besoins qui ont lieu dans les PME en Allemagne. Nous avons des programmes spéciaux aussi de projets de recrutement pour les experts, des petites entreprises manuelles qui ont normalement moins de 50 employés. Donc nous avons aussi des programmes pour PME parce que nous voyons cela comme le fait que normalement les grandes entreprises peuvent faire leur recrutement à l'étranger elles-mêmes. Cependant, comme le système allemand est très complexe, nous encourageons aussi les plus grandes entreprises, par exemple la Deutsche Bahn, lors de leur recrutement. Nous avons donc une stratégie diversifiée ouverte à toutes les tailles d'employeurs. Et c'est la même chose aussi quand nous parlons des qualifications, des compétences. Il ne s'agit pas d'un recrutement d'experts qualifiés, spécialisés, à forte compétence. C'est un secteur en fait où nous avons un marché privé qui fonctionne très bien. Les entreprises veulent bien payer et investir dans des entreprises de chasseurs de tête. Nous nous concentrons donc sur le niveau de professionnels moyennement qualifiés, disons. Donc les infirmières, les travailleurs manuels, les personnes qui ont besoin d'investissement pour s'intégrer dans un marché du travail. Et donc pas des experts internationaux qui sont aussi dans les bases de données des chasseurs de tête. Et concernant l'investissement, tous nos services pour le recrutement et les services de stage sont disponibles pour les employeurs et les demandeurs. Donc tous les services réunissent les profils, organisent le processus de migration, de candidature. Tout cela est réalisé par les services publics de l'emploi, mais tous les coûts supplémentaires sont payés par les employeurs. Donc là, cela s'agit aussi de la formation linguistique. Cela, normalement, est financé par l'employeur allemand dans nos programmes. Et une fois que vous arrivez en Allemagne, nous proposons aussi et nous aidons les employeurs à trouver les bonnes mesures de formation par rapport à la formation linguistique. Nous avons pour cela des fonds publics qui sont versés par une institution, une organisation internationale pour les migrants et les réfugiés qui ont un programme particulier pour la formation linguistique de ces personnes. Et quand il s'agit aux mesures d'adaptation pour atteindre le niveau national de qualification en Allemagne et combler la lacune entre les compétences étrangères et les compétences allemandes, nous avons aussi la possibilité, en tant que service public de l'emploi, sous certaines conditions particulières, c'est aussi très compliqué, mais sous certaines circonstances, nous avons la possibilité de soutenir financièrement les employeurs et que nous couvrons ces coûts qui sont normalement tenus ou portés par l'employeur. Nicolas, vous n'avez pas besoin de m'attendre. Nicolas, je propose que vous répondiez la réponse par rapport à la formation en France et ensuite nous allons avoir quelques mots-clés de notre dernière interview. Oui, alors la question sur la formation en France, en fait, le gouvernement français a mis en place dès 2017 un plan
un plan ambitieux qu'on appelle le plan d'investissement sur les compétences de plus de 15 milliards d'euros pour aider à former les demandeurs d'emploi vers les secteurs qui ont le plus de besoin de main-d'œuvre. Et donc, c'est un plan qui est mis en œuvre à la fois par les régions françaises, donc au travers des conseils régionaux, et Pôle emploi. Donc, c'est un travail qui se fait en commun. Et donc, le choix des secteurs sur lesquels nous formons, il s'appuie sur un diagnostic qui est réalisé sur chacune des régions au plus près des territoires pour être au plus près des besoins, des employeurs. Donc derrière, Pôle emploi a développé un certain nombre d'outils aussi pour affiner cette démarche, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que de simplement faire le lien entre le nombre d'offres publiées et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers-là n'était pas suffisant pour avoir une vision fine des besoins du marché du travail. Et donc nous mettons en œuvre aussi tous les ans ce qu'on appelle des enquêtes besoins de main-d'œuvre, c'est-à-dire que nous interrogeons un panel très très large d'entreprises de façon à ce qu'elles nous informent et qu'elles nous disent quelles seront leurs prévisions de recrutement pour l'année à venir. Et donc, en croisant ces données-là, des enquêtes besoins de main-d'œuvre, plus les autres données que nous avons, offres publiées, demandeurs d'emploi inscrits et autres, ça nous permet d'avoir une vision plus fine du marché du travail, territoire par territoire. Et donc, il est compliqué pour moi de répondre à la question, tout simplement parce que entre la région de Bretagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes, les besoins de manœuvre ne vont pas être les mêmes, et donc les formations mobilisées vont être différenciées. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Après, il y avait une petite question de notre collègue de l'OCDE sur le coût pour les employeurs pour utiliser le canal de recrutement international. En France, c'est gratuit pour les employeurs puisque c'est un des grands principes qui est posé. L'offre de service de Pôle emploi est délivrée gratuitement à l'attention des demandeurs d'emploi, mais aussi des employeurs. Uniquement aux travailleurs peu qualifiés. Et je me réfère maintenant à la question posée par Jonathan. Les coûts sont très raisonnables et donc normalement les employeurs ne se plaignent pas du coût. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? J'espère que oui. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les membres de notre panel ce matin. Je suis convaincue que les participants seront d'accord quant à l'importance et l'utilité de cet enjeu. C'est un sujet très complexe. Le processus en lui-même est assez complexe aussi. Nous avons appris davantage sur le soutien nécessaire et les différentes étapes du processus ainsi que les différents modèles. Quel rôle peuvent jouer les SPE? Les rôles peuvent être différents s'agissant des employeurs, des demandeurs d'emploi qui souhaitent partir à l'étranger ou rentrer chez eux. Comment faire en sorte que ce processus soit juste et équitable? La Corée a donné un exemple afin de souligner le fait que le processus doit être soutenu en continu, qu'il s'agisse des employés qualifiés ou peu qualifiés et que l'échange entre les différents SPE est très important. Nous avons compris qu'en Allemagne, ils souhaitent continuer cette discussion à une date ultérieure et pourquoi pas en présentiel l'année prochaine pour que nous puissions disposer de davantage de temps. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de clôturer cette séance et j'aimerais vous remercier à tous et à toutes, les participants, les orateurs, les interprètes et le modérateur de VoiceWorks. J'aimerais également remercier l'équipe de l'ANSEP, les techniciens et je vous invite à tous et à toutes de participer au prochain événement qui aura lieu la semaine prochaine le 26. La Malaisie va prendre
la direction de cet événement. Nous allons parler de l'incidence de la COVID-19 sur le marché du travail. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je suis triste de ne pas vous voir, mais j'attends avec impatience notre prochaine rencontre de l'AMCEP. Merci beaucoup et très bonne nuit. Merci beaucoup, Suzanne. Merci d'avoir été la modératrice. Ça fut un plaisir. J'aimerais également à mon tour, remercier les participants, les membres du panel, VoiceDexter, le soutien technique et bien entendu les interprètes. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit bientôt.